Opération Générosité, faites un don en ligne sur radionotre-dame.com et partez en vacances le cœur léger. Et à 8h, on vous retrouve tout de suite Yves Delafoy, bonjour. Bonjour Nicolas, eh bien je vous réserve une petite surprise ce matin pour ce qui est notre dernier entretien du choix de la rédaction pour cette saison et en ce jour du 1er juillet, lors duquel nous fêtons le 60e jour anniversaire de la mort de l'écrivain Louis-Ferdinand Céline, l'auteur du Voyage au bout de la nuit, eh bien nous avons décidé de délocaliser les studios de Radio Notre-Dame, de traverser Paris armés de nos micros du 14e arrondissement jusqu'au 4e. Nous avons longé la Seine sous, il faut le dire, un petit crachin bien célinien, et nous voilà quai d'Anjou, en compagnie de l'un des plus fins connaisseurs de l'œuvre de Céline, l'académicien et écrivain Frédéric Vitoux, qui nous fait l'amitié ce matin de nous ouvrir les portes de son appartement. Frédéric Vitoux, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages touchant tant au domaine du roman qu'à celui de la critique littéraire ou bien encore cinématographique. Le dernier en date, paru en 2020 chez Grasset, s'intitule « Longtemps j'ai donné raison à Ginger Rogers » et vous y convoquez certaines grandes figures de la littérature qui vous ont marqué, dont entre autres évidemment Louis-Ferdinand Céline. C'est un auteur qui vous accompagne, je crois, depuis longtemps, Frédéric Vitoux, et en 1988 vous aviez obtenu le prix Goncourt de la biographie pour une monographie intitulée « La vie de Céline ». Alors, par où êtes-vous rentré dans l'œuvre de Céline, Frédéric Vitoux ? À quand remontent vos premières impressions de lecture de son œuvre ? Ma première impression, c'était pas une porte qui s'ouvrait, c'était une porte qui se fermait totalement. J'avais découvert dans la bibliothèque familiale un livre qui s'appelait « D'un château l'autre ». Et je l'ai ouvert parce que c'était comme ça un peu que je lisais quand j'étais adolescent, au hasard, en piochant dans les livres de la bibliothèque familiale, qui étaient des livres de mon grand-père et puis ceux de mon père. Et j'ouvre D'un château l'autre et je n'y comprends rien. Mais rien, cette écriture complètement éclatée. Je ne comprends rien à l'histoire. Il était question d'un lieu qui s'appelait Singmaringen. Ça voulait dire quoi ? C'était quoi Singmaringen ? Je n'avais aucune piste. Et puis ce style complètement échevelé, avec des points de suspension partout. Bref, au bout de 20 pages, écœuré, j'ai laissé tomber le livre en disant, bon, bah tant pis. Écœuré, et alors après ? Et après, peut-être un an après, j'avais 17 ans et demi, j'ai ouvert, en livre de poche, je me souviens, c'était pendant les vacances, Voyage au bout de la nuit. Alors là, c'était le contraire. Là, j'ai eu un choc comme j'ai très peu eu de choc à ce point dans ma vie. C'est-à-dire qu'il ne vous a pas seulement enthousiasmé, mais il vous a littéralement transformé. Oui, il m'a transformé. Et c'est très rare, vous savez, les livres. Bien sûr, on a tous dans sa vie des livres qui vous ont enchanté, émerveillé, instruit. Mais des livres dont on peut se dire qu'on n'est pas le même après l'avoir lu qu'avant, ils sont très, très, très rares. Et Voyage au bout de la nuit m'a complètement bouleversé parce que d'un seul coup, une chape de pessimisme, de sens tragique de la vie, d'obsession de la mort m'a saisi, et aussi une forme de découverte de ce que pouvait être la littérature. C'était pas seulement des phrases bien écrites, c'était aussi cet éclatement, cette intensité d'émotion que charriait le personnage du narrateur de Voyage au bout de la nuit. Bref, c'est un livre dont je n'ai jamais pu me débarrasser, et je ne le souhaite pas du reste, mais dont je n'ai jamais pu me défaire. Son emprise reste encore très forte aujourd'hui, 50 ou 60 ans après l'avoir découvert. Alors beaucoup de nos auditeurs ce matin n'ont pas forcément tous lu un roman de Céline. Son style si particulier, comment le définiriez-vous, Frédéric Vitoux ? Comment pourrait-on décrire cette poétique si propre, si particulière à Céline ? Alors, comme je vous l'ai dit, ce style a évolué, parce qu'entre Voyage au bout de la nuit, qui est un style par certains côtés relativement classique, c'est le livre par lequel il faut commencer à lire Céline, cela me paraît évident, et les derniers livres de la fin où l'écriture est complètement atomisée en bribes, en fragments, comme des bombes à fragmentation, il y a une évolution. Mais malgré tout, ce que l'on peut dire très globalement de l'œuvre de Céline, c'est la rencontre de deux choses assez contradictoires. D'un côté, une langue qui donne l'illusion du langage parlé. Je dis bien qui donne l'illusion, ce n'est pas du langage parlé, qui emploie à l'occasion des formules argotiques, qui malmène le lexique et qui malmène aussi l'orthographe et la grammaire. Donc il y a un côté comme ça, un peu provocateur dans cette langue de l'émotion immédiate. Et en même temps, quand on regarde de très près comment est l'œuvre de Céline, c'est un style
d'une extrême préciosité. C'est le contraire d'un langage relâché, argotique. Oui. Je sais pas, on peut prendre plein d'exemples. Je sais pas, moi, bon, je vais pas citer de nom, mais il y a beaucoup d'écrivains qui ont une sorte de gouaille comme ça, d'argot savoureux parfois. Là, pas du Et tout. qu'on ramène souvent à Céline. Et qu'on d'ailleurs. ramène bien à tort à Céline, vous avez parfaitement raison. Alors que Céline, c'est millimétré. Les fameux points de suspension dont Céline va user et abuser, c'est comme de la dentelle, c'est très léger. Et Céline, c'est aussi le sens du raccourci. D'un côté, on a l'impression de quelqu'un qui vocifère, et de l'autre côté, il y a une économie stylistique incroyable. Si je peux vous donner un seul exemple, par exemple, dans un texte de Céline, il décrivait l'exode de l'armée française en 1940. Et il décrit les chars qui fuient vers le sud pour échapper à l'emprise des armées de la Wehrmacht. Et il décrit ces chars en 3 mots. Orageante ferraille à panique. Oui. 3 mots. Et d'un côté, c'est du Shakespeare, quoi, ces orageantes ferrailles, ce jeu sur les allitérations. Et puis le à panique qui casse tout. Et d'un seul coup, on est dans Shakespeare et après on est dans le grotesque et dans le ridicule. Et bien, en 3 mots, il donne cette impression de désastre cocasse et monstrueux de la défaite. Et c'est ça l'économie stylistique, c'est ça le travail de l'écrivain. Et c'est pas du tout comment dirais-je, mettre 50 mots ou d'en mettre 4. C'est au point d'en mettre le moins possible et de donner un effet extrême. Ça, c'est l'écriture célinienne. Et on voit que 60 ans après la découverte, après votre découverte de Céline, vous ne vous êtes pas habitué à cette langue. Ben, si vous voulez, en effet, je ne pensais pas quand j'avais lu pour la première fois Voyage au bout de la nuit que j'avais eu ce choc et après cette lecture, bien entendu, j'ai continué à lire Céline, Mort à crédit, son 2e livre, qui est un récit halluciné et transposé de son enfance, puis d'autres livres en forme de chronique. Bon, je ne vais pas citer tous les livres de Céline. Je ne pensais pas à l'époque que les hasards de la vie allaient me conduire, à l'âge de 22 ans, à faire une thèse de doctorat sur Céline. Et finalement, à lui consacrer une partie de ma vie. Or, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que après des années, je dirais presque des décennies et des décennies à lire, relire, écrire, étudier Céline, à chaque fois, je me suis encore épaté. Oui. Ça, c'est formidable. Et vous voyez, donc, je n'arrive pas à épuiser les sources d'émerveillement de l'écriture célinienne, de l'imaginaire célinien, après des décennies de travail. Ça prouve quand même que c'est un sacré écrivain. Cette thèse, je crois que vous l'avez terminée en 1972, Frédéric Vitoux. À l'époque, travailler sur l'œuvre de Céline, ou même ne serait-ce que le lire, était-ce quelque chose d'évident pour un amoureux de la littérature ? C'était quelque chose non seulement qui n'était pas évident, mais qui était invraisemblable. Parce que quand j'ai décidé, après avoir commencé une thèse sur l'écrivain James Joyce, à faire une thèse sur Céline, il n'y avait, c'était donc en 68, 7 ans après la mort de Céline, aucun écrit, aucun travail universitaire n'avait été consacré à Céline. On n'oubliait pas à l'université, et on avait raison de ne pas l'oublier, que Céline avait été aussi, avant la guerre, l'un des antisémites français les plus forcenés, les plus violents, les plus impitoyables par certains côtés. Et on ne lui pardonnait pas cet antisémitisme, et on avait raison de ne pas lui pardonner en un sens. Mais du coup, ça gommait toute l'œuvre de Céline. Céline était un maudit, un paria, rien n'avait été écrit. Et en 68, je veux décider d'écrire une thèse sur Céline. D'abord, je ne trouve aucun professeur pour m'aider, pour être directeur de thèse. Finalement, j'en trouve un, c'était pas évident, c'était à Nanterre. À Nanterre en mars et avril 68, donc quelques semaines avant l'explosion des journées libertaires de mai 68. Il a accepté en me disant « Je ne pourrais absolument pas vous aider, mais si vous voulez faire une thèse sur Céline, faites-la ». J'étais le premier à faire une thèse sur Céline. Donc vraiment, on peut dire que le prodigieux essor de l'intérêt que le monde littéraire et aussi le monde universitaire par la suite a manifesté à l'égard de Céline, il était inexistant quand j'ai commencé. C'est-à-dire que j'étais le premier en tout cas à l'université française à m'y intéresser. Et cependant, il continue de déranger encore à l'heure actuelle, Céline. On se souvient d'ailleurs qu'il y a 10 ans, pour le 50aire de sa mort, Céline avait été écartée des célébrations nationales, à cause évidemment, vous l'avez rappelé, de ces pamphlets violemment antisémites. Selon vous, Frédéric Vitoux, ces pamphlets, que faut-il en faire ? Faut-il les republier au nom de la littérature ? C'est un problème extrêmement complexe parce que... Il s'était opposé, je crois, lui-même. Oui, Céline avait dit à sa femme, Lucette Détouche, qui me l'a répété très souvent quand j'en parlais avec elle, que c'était des écrits de circonstances qu'il avait écrits juste avant la guerre, dans une optique, qui peut être surprenante, qui était une optique pacifiste.
Céline était un homme qui avait été blessé grièvement à la guerre de 14, invalide à 75%, et qui en avait gardé un pacifisme absolu. Donc, plus jamais ça. Et il est de ces gens qui avaient cru que la menace hitlérienne qui pesait sur l'Europe, voire sur le monde, était terrible et que Hitler avait un ennemi, c'était les Juifs. Et que donc, il avait le sentiment que les Juifs nous poussaient à la guerre contre Hitler. Et l'antisémitisme de Céline, qui est une thèse à la fois aberrante et idiote, parce que les Juifs ne poussaient pas la guerre pour lui, c'était Hitler qui poussait la guerre. Donc bien entendu, cette thèse ne valait rien, était complètement idiote. Mais le délire dans ces pamphlets, le délire antisémite célinien, c'était une sorte de délire contre ceux qui, à ses yeux, nous poussaient à la guerre contre Hitler. D'où le titre des pamphlets de Céline. Oui. Bagatelle pour un massacre et l'école des cadavres, sont les deux grands pamphlets antisémites, ne font pas référence évidemment au massacre des Juifs. Je ne sais pas quelle solution finale inenvisageable à l'époque. C'était, j'écris des choses plutôt drôles, il croit que c'était drôle, pour éviter le massacre que sera la guerre à venir. Quand il dit l'école des cadavres, c'est est-ce que les cadavres de 14-18 ne vous ont rien appris ? Il faut la paix. Et si moi je veux être pacifique et faire une armée unique avec l'Allemagne, délirant quoi. Je veux faire l'Europe avec l'Allemagne, faire unifier l'armée allemande et l'armée française, enfin des trucs complètement fous. C'était ça. Oui, Céline dérange, bien entendu, il continue à déranger. Alors un appareil critique solide pour chaque nouvelle édition. Il continue à déranger. Donc d'un côté, l'antisémitisme, hélas, n'est pas mort. N'est pas mort, on le voit sans arrêt. C'est peut-être pas les mêmes personnes qui tiennent des propos antisémites, mais on a quand même un antisémitisme latent qui, sous couvert d'antisionisme, existe toujours. Donc, il y a d'un côté, faut-il republier des pamphlets de Céline ? Est-ce que ça ne va pas continuer à alimenter la haine contre les Juifs ? C'est une vraie question. D'un autre côté, on peut dire, ces livres sont tellement fous, tellement extravagants, ils appartiennent aussi tellement à l'œuvre de Céline que comment les oublier ? Je pense que la solution la meilleure serait non pas faire des éditions brochées faciles d'accès, mais de faire, mettons en Pléiade, puisque Céline est chez Gallimard, faire une édition critique extrêmement rigoureuse de Céline. Un petit peu à l'image de ce qui s'est fait récemment avec Mein Kampf. Parfaitement. Je pense que c'est ça qui serait la solution. On peut dire aussi que de toute façon, les pamphlets antisémites, on les trouve sous le manteau pour un chercheur, donc ils ne sont pas introuvables non plus. Donc c'est une vraie question. Lucette Détouche a toujours obéi aux injonctions de son mari, qui disait c'était des livres de circonstances, comme je vous le disais tout à l'heure, que j'avais écrits à un moment donné, pour une période donnée. Maintenant, cette période n'existe plus. Ces livres n'ont aucun sens aujourd'hui. En plus, il les a écrits très vite. C'est pas du tout comme, il les a pas ciselés comme des œuvres littéraires. Donc il disait oublions-les. Bon, ce n'est pas pour se faire pardonner lui-même, c'est pour dire que ça n'a plus de sens. Moi, je pense que malgré tout, pour comprendre un peu l'idéologie française des années d'avant-guerre, ces livres où il y a quand même des choses bien, je sais pas, il faut dire des choses bien, où il y a quand même des illuminations stylistiques tout de même, font partie de l'œuvre, et je ne pense pas que la censure ou l'oubli soit la meilleure manière de comprendre le passé. Alors, j'en reviens à la part proprement littéraire de l'œuvre de Céline. Je crois que c'est un écrivain qui a mis un point final à toute une tradition de la littérature française, une tradition qui, je crois, on pourrait faire remonter jusqu'à Rabelais. Oui, c'est exact. Rabelais qui était médecin comme Céline. Mais je crois d'une certaine manière que tous les très grands écrivains sont des gens qui vont au bout de quelque chose. Ils ferment une porte. Oui, moi je le pense. On peut dire qu'après Proust, est-ce que le roman d'analyse psychologique, est-ce qu'il a encore des beaux jours devant lui ? Oui, il en a, mais Proust a été à une limite. Si on veut prendre James Joyce, par exemple, il a été avec Ulysse et a fortiori avec Finnegan's Wake, au bout de romans qui récapitulent toute l'histoire littéraire de l'Europe, par exemple. Céline, lui, il s'inspire de cette tradition rabelaisienne crue, avec cette invention de langage, il y a cette grande tradition d'invective populaire. Oui, incontestablement. Et puis aussi de minutie stylistique, mais il va tellement au bout de cet éclatement de la phrase classique où tout est pulvérisé, que je ne vois pas très bien, après Céline, dans ce mélange, encore une fois, j'y reviens, de préciosité et de violence,
et de subtilité et de cris et de murmures, en même temps de cris et de chuchotements, si je puis dire. Je vois pas très bien comment on peut faire du Céline après Céline. C'est impossible. Je crois qu'il y a toute une tradition littéraire qui passe en effet par Rabelais, mais par d'autres écrivains, par les grands imprécateurs de la littérature française, qui s'achèvent avec Céline. Alors, vous avez évoqué justement la violence de Céline, et c'est un terme qui revient souvent lorsqu'on l'évoque. La violence et sa colère. Colère par les mots, mais aussi par les situations et les êtres qu'il dépeint. Cependant, je crois que c'est aussi un écrivain de la tendresse, tendresse souvent cruelle, mais tendresse malgré tout, peut-être tendresse du médecin aussi, qui voit la misère physique, la misère psychique. C'est ça le génie de Céline. C'est que Céline, il est contradictoire. Totalement. Chaque fois qu'on va dire quelque chose sur Céline, il est violent, on va dire oui, mais c'est la tendresse. Il est argotique, oui, mais il est précieux. Il pousse des cris qui pourraient l'associer à, je sais pas, à des ordres nouveaux, totalitaires ou fascistes. Oui, mais c'est un mélancolique du passé. C'est un homme qui a toujours rêvé d'un monde idéal qui était le monde de sa grand-mère. Donc chaque fois qu'on dit une chose sur Céline, on a envie de dire le contraire. Et en effet, chez Céline, chez le médecin Céline, il y a à la fois une violence contre tout ce qui rabaisse l'homme, tout ce qui l'avilit, tout ce qui le prostitue, et tout ce qui dans l'homme est cette part de bassesse, de médiocrité, de haine qu'il ne sait de dénoncer, et en même temps envers les plus fragiles, envers les plus démunis, les femmes, les animaux, les êtres blessés. Il a un pouvoir compassionnel à pleurer. Il est proche de la mystique d'ailleurs, et ce qui est assez étonnant, c'est que l'humanité souffrante est partout, Dieu est nulle part, et pourtant il y a quelque chose qui se dégage de son œuvre, où peut-être Dieu est-il tellement absent qu'il en devient surabondant. Moi, je pense que chez Céline, la question spirituelle est importante. Peut-être par défaut, en effet. Peu présente. Mais je pense qu'il y a un côté pascal. Je crois que c'est l'air idiot de dire ça, mais je pense que d'abord, le sens que Pascal a du cloaque de l'âme humaine, cette bassesse, l'homme n'est rien. Mais en même temps, dans le rien qui est l'homme, quelque chose de plus grand que lui le fait, voilà, il y a cette part d'infini. Mais je vais vous citer une phrase qui m'avait marqué quand j'étais jeune et que je n'avais pas compris quand j'avais découvert Céline. Vous savez, il y a parfois des aphorismes qui vous secouent. Et moi, à 17 ans, je tombe sur une phrase comme « L'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches ». Alors là, une phrase qui fait un choc. Ça fait un choc. Comme l'amour mis à la portée, nous sommes des caniches. Oui, mais j'avais oublié le mot infini. J'avais oublié le mot infini. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en effet, chez l'homme, dans l'amour, dans la copulation, il y a quelque chose de caniche, d'instinct, de cloaque, je ne sais pas. Oui, mais chez l'homme, au moins à ce moment-là, il y a aussi une part de quelque chose qui le dépasse. Il y a cette notion d'infini à qui, je ne sais pas s'il ne mettrait pas le mot de religion, je ne sais pas ce qu'il mettrait, mais il y a quelque chose, l'homme est plus grand que l'homme, quoi. Et dans l'amour qui est, en effet, qui est cette part caniche, si je puis dire, de l'homme, mais il y a l'infini. Mais parfois, il y a des métaphores, à un moment donné, je crois que je ne sais pas dans quel texte, quand il est en exil au bord de la mer du Nord, et puis il y a cette masse sombre, cette mer noire, et ces vagues et ce tragique, et il dit « c'était une mer à pêcher des âmes ». C'est d'une richesse incroyable. Et vous me disiez, oui, bien sûr, il a été attaqué, il y a eu des polémiques, mais en même temps, Céline est quand même, et c'est incroyable quand je pense au moment où je commençais à travailler dessus, aujourd'hui, l'écrivain français du XXe siècle le plus traduit dans le monde. Non pas en quantité de tirages, mais je ne crois pas qu'il existe un pays qui ait fait l'économie de Céline. Tous les pays l'ont traduit. En mandarin classique, en mandarin à Taïwan, en mandarin simplifié en Chine populaire, en hébreu. Pas évident que cet homme antisémite, mais même il est traduit en hébreu, parce que même en Israël, on considère qu'on ne peut pas faire l'économie de Céline. Donc Céline, alors avec des petits tirages, sans doute, cela serait intéressant mais de faire des il est traduit. Je crois qu'il n'y a aucun écrivain français, ni Sartre, ni Camus, ni Malraux, ni je ne sais pas, ni Gide, ne compte autant de traductions étrangères que Céline. C'est incroyable. Donc Céline, en ce sens, il échappe à cette malédiction que d'autres écrivains de droite qui ont parfois été compromis dans le fascisme, dans l'antisémitisme, des Brasillac, des Rebattet, des gens pour citer d'autres, eux sont maudits.
on ne peut pas en parler. Céline est le seul dont on peut parler, c'est le seul au sujet duquel se multiplient les travaux aujourd'hui. Donc Céline est aujourd'hui incontestablement un classique. Et si nous parlons aujourd'hui de Céline 60 ans après sa mort, c'est peut-être en effet, et cette conversation en témoigne, parce que c'est un classique dont on ne peut pas faire l'économie. Et nous terminerons justement sur ces propos. Merci beaucoup Frédéric Vitou d'avoir été notre invité ce matin du choix de la rédaction et surtout de nous avoir accueillis chez vous, quai d'Anjou. Merci Frédéric Vitou. C'était un plaisir, merci.